Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce qui est l'alimentation saine. Je voulais commencer par cette vidéo pour qu'on soit d'accord. Vous pouvez me dire tous vos avis en commentaire sur ce qu'est une alimentation saine, parce que c'est ce dont on va parler sur cette chaîne de nutrition, d'alimentation, de santé. La deuxième raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est qu'il y a eu une grande mode de l'alimentation healthy. Pardonnez ma prononciation. Et j'ai vu beaucoup de choses. Certaines étaient bonnes, d'autres des aberrations à mon sens. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Pour commencer, je voulais qu'on se donne une définition de qu'est-ce que c'est que la santé. Et donc du coup, je me suis tout simplement basée sur la définition de l'OMS. La santé est un état de complet bien-être physique, mental, social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou de handicap. Donc je me suis servie de cette définition-là pour construire la vidéo. On va parler un petit peu de qu'est-ce que veut dire cette définition. Donc premièrement, la santé physique. La santé physique, ça veut seulement dire que si vous avez des problèmes dans votre corps, donc si vous avez des maladies cardiovasculaires, du diabète, de l'obésité, des maladies respiratoires, des maladies chroniques, des maladies digestives, bref, tout ça fait qu'on ne peut pas parler de quelqu'un qui est en bonne santé. Je pense que je ferai une autre vidéo sur le lien entre le poids et la santé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas m'étaler sur tout ça aujourd'hui, mais je voulais faire un petit point rapide sur l'essentiel, en tout cas ce dont on aura besoin pour traiter ce sujet de la santé aujourd'hui, qui est la balance énergétique. Donc la balance énergétique, c'est tout simplement le rapport entre ce que vous dépensez et ce que vous apportez à votre corps. Donc ce que vous dépensez, c'est l'énergie que va utiliser votre corps. Et donc du coup, on va aussi mettre sur cette balance des apports, des nutriments, c'est ce qu'on va manger. La dépense énergétique, c'est ça. Pour ce qui est des apports, c'est simple, c'est ce que vous mangez. Et puis ensuite, on divise ça en macro et micronutriments. Protéines, lipides, glucides, vous connaissez, ce sont les macronutriments. Et ensuite, tous les micronutriments, c'est les vitamines, les minéraux. Donc tout ça permet de regrouper tous vos apports. Et j'allais oublier l'apport en eau, l'hydratation. Ça aussi, c'est à prendre en compte en ce qui concerne ce que l'on apporte à notre corps pour qu'il fonctionne. Ensuite, pour ce qui est des dépenses, on s'imagine tout de suite l'activité physique, voire même seulement le sport. Or, l'activité physique, c'est que 20% environ de l'énergie que notre corps dépense. Donc du coup, quand on entend activité physique, évidemment, ça comprend le sport, mais ça comprend aussi tout ce qui fait que vous n'êtes pas alité sans pouvoir bouger. Donc ça peut être simplement aller marcher, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Tout ça, ce sont des activités physiques aussi. La plus grosse partie de notre dépense énergétique, donc, qui est donc de 65%, c'est tout simplement notre métabolisme. C'est-à-dire que notre corps, pour fonctionner, même si vous êtes alité et que vous ne bougez pas dans votre lit, votre corps dépense de l'énergie. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps a un mécanisme de compensation entre ces deux dépenses. C'est-à-dire que si vous faites plus de sport, votre métabolisme de base va diminuer. Évidemment, ici, on parle pour une composition corporelle, on va dire, similaire. C'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, je ne fais pas de sport, mon métabolisme de base va être légèrement plus haut que si moi, avec le même corps demain, je vais faire du sport. Par contre, ce qui va faire augmenter de manière permanente le métabolisme de base, c'est la masse musculaire parce que le muscle au repos, c'est-à-dire en ne faisant rien, allongé dans votre lit juste pour vivre, le muscle dépense plus d'énergie que de la matière grasse. C'est pour ça qu'on dit que pour augmenter notre métabolisme de base, il faut faire du sport parce qu'il faut créer du muscle. Mais juste faire du sport sans créer de muscle ne va pas faire augmenter votre métabolisme de base. Autrement dit, faire 1 heure de cardio tous les jours, c'est très bien pour votre cœur, déjà évidemment, pour dépenser de l'énergie sur le moment. Mais ensuite, ça va pas du tout augmenter votre métabolisme de base et donc le jour où vous ne faites plus ce sport-là, c'est devenu inutile. Désolée. Et donc évidemment, le sport permet aussi de réguler son poids
autour de son poids idéal. Quand je dis idéal, c'était juste votre poids de forme. Quel est votre poids quand vous êtes en bonne santé? Le sport permet de réguler le poids autour de ça. Il permet aussi de prendre soin de votre respiration, notamment si vous faites un petit peu de cardio. Et évidemment, ça prévient de toutes les maladies chroniques, cardiovasculaires, etc. Donc, on favorise quand même une activité physique, en tout cas si c'est pas du sport, juste le fait d'avoir son corps en mouvement. Et les 15% restants, ce n'est autre que la digestion, c'est-à-dire que lorsque vous mangez, tout votre système digestif va avoir besoin d'énergie pour transformer les aliments que vous lui avez donnés en nutriments qu'il peut absorber, les absorber, le distribuer dans toutes les cellules de votre corps. Bref, tout ça, toute la digestion, ça demande de l'énergie, donc ce sont les 15% qui restent. Après, il y a d'autres choses qui ont une influence sur cette balance, que ce soit sur les dépenses, sur les apports, voire même sur les deux, comme le tabac, l'alcool, les drogues. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Donc évidemment là je parle pour une personne qui n'aurait pas de soucis d'addiction telle qu'elle soit. La caféine aussi a un effet et sur les dépenses et sur les apports, donc voilà, c'est quelque chose à savoir. Ensuite, pour la partie de la santé mentale, ça va concerner évidemment toutes les maladies mentales, mais aussi quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais la perception de votre corps, si vous avez des difficultés pour effectuer des tâches quotidiennes, tout ça c'est des choses qui vont jouer sur la santé mentale. Donc toutes les addictions dont on a parlé tout à l'heure, les TCA évidemment, donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte quand on parle d'une personne en bonne santé. Ici je vais associer la partie mentale avec la partie sociale parce que selon moi c'est très lié. Mais la partie sociale, c'est si jamais vous avez des difficultés à interagir avec les autres personnes. Comme on parlait de balance énergétique tout à l'heure, ici on va faire un petit lien avec ça, mais donc du coup, la santé mentale, donc comme je disais, c'est la perception de votre corps, de vous-même. Et ensuite, l'aspect social, ça peut être si vous avez des remarques ou des comportements qui sont difficiles à vivre pour vous de la part d'autres personnes concernant votre corps. Donc tout ça, ça fait partie de la santé quand on parle de la santé au global. Donc il faut savoir qu'il y a des tas d'études qui montrent que notre corps a l'instinct qui fait que on est attiré par les aliments dont on a besoin. Par exemple, si vous avez une carence, il va y avoir des messages qui vont être envoyés par votre corps, captés par votre cerveau, et votre cerveau va vous faire avoir envie de ces aliments et de ces nutriments dont vous êtes carencé. En gros, si vous avez une carence en fer, sans savoir pourquoi, vous allez avoir envie de manger de la viande. Vous allez avoir très envie de viande rouge. Voilà, c'est un exemple. Et donc cet instinct, on l'a à la naissance, on le garde enfant, sauf qu'il y a beaucoup de choses dans notre environnement qui font qu'on perd cet instinct. Si on le laisse libre de choisir ce qu'il veut, l'alimentation va correspondre parfaitement à ses besoins. Pour ce qui est des facteurs qui vont changer cette alimentation instinctive, je les ai classés en deux catégories. Donc il va y avoir les facteurs qui vont affecter le choix des aliments, d'autres qui vont affecter la quantité d'aliments que l'on va consommer et d'autres qui vont affecter les deux. Donc le premier qui va affecter le choix, ce sont les expériences tout simplement. Je vous apprends rien en vous disant que l'alimentation est très liée aux émotions. Et donc si vous avez vécu des émotions négatives avec un aliment pendant un repas, c'est quelque chose qui va rester, votre cerveau va le garder associé et donc du coup, vous n'allez pas être très attiré par ces aliments-là. L'exemple le plus frappant que j'ai pour moi, c'était quand j'étais enfant, je ne mangeais pas de foie, je détestais ça, j'ai toujours détesté ça. Et quand je devais manger du foie, c'était terrible, je passais des heures à table, des émotions plutôt négatives. Et donc du coup, c'est vraiment un aliment qui, pour moi, est absolument impossible. Peut-être que mes goûts ont changé, peut-être que maintenant je l'apprécierai, on ne sait pas, mais dans tous les cas, mes émotions liées à cet aliment font que je ne peux pas en manger, c'est impossible. Mais il peut aussi y avoir des émotions positives, et donc du coup, un repas traditionnel que vous mangez toujours avec votre famille, ça peut être des souvenirs positifs du coup. Et donc, même si ce plat n'est pas absolument exceptionnel, c'est quelque chose que vous appréciez beaucoup plus. La deuxième chose qui va jouer sur le choix, malheureusement ça vient pas de nous, c'est la publicité. Là encore, les publicitaires sont très forts pour jouer avec nos émotions et nous faire avoir envie de leurs produits. Tout est fait pour que vous consommiez ces produits, bien qu'ils soient horribles pour votre santé. C'est pas le sujet, vos émotions ont été manipulées et donc vous avez envie de ces aliments à cause des publicités.
Ensuite, pour ce qui va modifier la quantité d'aliments que nous mangeons, il y a les produits transformés. Tout simplement parce que dans tous les produits transformés, il y a du sucre qui est ajouté. Le fait est que plus vous mangez sucré, plus vous avez envie de retourner vers cet aliment. Et donc vous allez avoir envie d'y retourner et de manger plus que nécessaire. J'essaie de faire vite, il nous reste encore deux autres aspects. Donc ce sont deux aspects qui modifient et le choix et la quantité. Le premier, c'est tout ce qui est le stress, l'anxiété. Je pense qu'on détaillera ça dans une autre vidéo, le lien entre le stress et l'alimentation, parce que comme les émotions sont liées à l'alimentation, évidemment le stress et l'anxiété aussi. D'où l'importance de différencier la faim, quand c'est votre corps qui a besoin d'énergie, de l'envie de manger. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais écouter ses envies. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Seulement, il faut savoir différencier, d'être conscient de ce qu'on mange et pourquoi on le mange. Et le dernier, malheureusement, c'est absolument contre-productif, mais les régimes restrictifs. Quand je parle de régime restrictif, ça peut aussi être toute diabolisation d'un aliment, parce que c'est absolument pas naturel. Donc le corps est en état de stress. C'est pas sain, c'est ni instinctif ni sain. C'est une charge mentale au quotidien, c'est une difficulté à gérer l'organisation, c'est une difficulté aussi dans la vie sociale, quand on sort avec des amis. Bref, c'est rien de ce qu'on a défini en début de vidéo comme quelque chose de sain. Donc si vous avez entendu que faire un jus de céleri détox tous les matins c'était healthy, passer un quart d'heure pour faire du jus de céleri et ensuite devoir boire un jus de céleri, je trouve ça plutôt très contraignant pour quelque chose de soi-disant sain. Après, si vous aimez ça, faites-vous plaisir, hein. Mais bon, sinon c'est pas la peine. Donc je pense qu'on a fait le tour de l'état des lieux des choses, on va dire. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la seconde partie de la vidéo où je vous donne des conseils pour savoir qu'est-ce qu'on fait pour s'alimenter en prenant en compte tous ces éléments. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour l'alimentation? Je tiens juste à préciser qu'ici on parle d'alimentation saine. Pour votre équilibre alimentaire, 100% de votre alimentation n'a pas besoin d'être saine. En général, on parle d'un rapport de 80% pour 20%, c'est-à-dire que 80% de vos repas sont sains et les 20 autres pourcents, c'est exactement ce que vous voulez. Je vais procéder par groupe d'aliments ou de nutriments parce que ce sera plus simple. Donc concernant les protéines animales, il est plutôt recommandé de limiter la viande rouge et de privilégier plutôt des viandes blanches ou alors des œufs, du poisson. Donc évidemment, on ne parle pas d'être vegan ou végétarien, pas du tout, simplement de limiter la consommation. Votre corps n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours, ni même plusieurs fois par jour, midi et soir. Vous pouvez parfaitement faire quelques journées avec des repas végétariens et quelques journées où vous mangez de la viande et du coup vous pouvez vous faire plaisir en prenant de la bonne viande. On n'a tout simplement pas besoin de autant de protéines animales, en tout cas parce que la viande n'est pas le seul aliment qui nous apporte des protéines, donc non, on ne peut pas vraiment être carencé en protéines, en tout cas pas dans notre société, en tout cas pas en France. Donc puisqu'on parlait des protéines animales, on peut parler des protéines végétales. Vous en avez à peu près partout, dans toutes les lentilles, les pois chiches, les haricots, le quinoa, toutes les céréales, le riz, le blé, bref. Ce à quoi il faut faire attention par contre, c'est d'associer ces légumineuses avec ces produits céréaliers parce qu'ils ne contiennent pas tous les acides aminés pour avoir une protéine complète, à l'exception du quinoa. Le quinoa, vous pouvez le manger tout seul, il contient tous les acides aminés dont votre corps a besoin. Voyez les protéines comme un collier de perles. Donc une protéine c'est un collier et chaque perle c'est des acides aminés et on a besoin de plusieurs types d'acides aminés pour avoir une protéine complète. Les protéines animales sont complètes. Les protéines végétales ne sont pas complètes, donc il faudra les associer. Vous pouvez faire un dalle de lentilles servi avec du riz. Et là, c'est bon, vous avez tous les acides aminés dont vous avez besoin. Et donc, c'est ce que je disais, à l'exception du quinoa. Le quinoa est complet à lui tout seul. Pour tout ce qui est fruits et légumes, vous pouvez en manger, on dit 5 fruits et légumes par jour. On préfère prendre 2 fruits et 3 légumes, tout simplement pour limiter la quantité de sucre, bien que ce soit du sucre naturel. Et que ce soit fruits et légumes le moins transformés possible. Pour ce qui est du jus, vous n'avez que le sucre, vous n'avez absolument plus aucune fibre. Et en plus, dans un verre de jus, il y a plus qu'un fruit. Donc en général, dans un grand verre de jus d'orange, on dit qu'il y a 4 oranges. Ce qui fait que vous allez ingérer la quantité de sucre, sans les fibres, de 4 oranges. Alors que si vous aviez mangé l'orange telle qu'elle est,
vous en auriez probablement pas mangé 4. Après on est d'accord, un verre de jus d'orange reste mieux qu'un verre de coca, on s'entend. Mais à choisir le matin entre un verre de jus d'orange et une orange, choisissez une orange. Aussi pour les fruits et légumes, préférez les fruits et légumes de saison et si possible près de chez vous. Déjà éthiquement parlant c'est mieux, mais aussi parce que si les fruits viennent de l'autre côté de la planète, ils ont probablement été récoltés pas encore mûrs et ils ont fini de mûrir sur un bateau, dans des cagettes. Voilà, je pense que vous aurez constaté que les produits et de saison et qui viennent près de chez vous sont gustativement bien meilleurs. Et aussi la qualité des vitamines est bien meilleure. Donc si possible, privilégiez des fruits et légumes de saison qui viennent de près de chez vous. Et petite astuce pour se passer de produits transformés, bon évidemment le plus simple c'est de ne pas en acheter, mais je comprends c'est très pratique d'en avoir dans les placards au cas où, mais pour éviter de les consommer, étant donné qu'ils sont faits pour être faciles à manger, donc pour contrer ça, ce que vous pouvez faire c'est le mettre au fond des placards et mettre devant à disposition des alternatives plus saines, ce qui fait que vous n'allez pas vous rabattre sur ces produits-là par facilité puisque vous aurez en évidence d'autres produits, donc vous pouvez vous préparer des petits snacks, vous laissez ça au frigo, comme ça quand vous avez une envie, une petite faim, à 16h, une collation, vous avez votre snack que vous avez fait vous-même et qui sera bien meilleur que tous les produits transformés que vous pourrez avoir. Pour ce qui est des féculents, on en a déjà parlé dans la dernière vidéo, non ça ne fait pas grossir, oui vous pouvez manger à tous les repas, oui le soir aussi, c'est ce qui va vous apporter de l'énergie, vous en avez besoin aussi pour être calé, pour être rassasié. Pour les matières grasses, l'élément essentiel c'est de différencier matières grasses végétales et animales. Toutes les matières grasses animales sont des acides gras saturés, donc c'est ça qui va boucher les vaisseaux, va entraîner, en tout cas favoriser toutes les maladies cardiovasculaires, donc ça c'est à éviter au maximum. Par contre, les matières grasses végétales, donc toutes les huiles, contiennent des oméga 3, des oméga 6, des oméga 9. En général, on a suffisamment d'oméga 3, donc privilégiez les oméga 6, les huiles qui contiennent des oméga 6, parce qu'elles sont protectrices et on cherche à en consommer. Les huiles végétales sont mieux que du beurre par exemple. Après, ça ne change absolument pas l'apport calorique. Ici, on ne parle pas du tout de calories, on parle juste de qualité de l'aliment. Et donc, les matières grasses végétales sont de bien meilleure qualité en ce qui concerne votre bien-être. Exception à cette règle est l'huile de coco. L'huile de coco est en grande partie composée d'acides gras saturés, les mêmes que dans le beurre, que dans les matières grasses animales. Donc si vous remplacez le beurre par de l'huile de coco pour une alternative healthy, ben c'est raté, désolé. Deuxième exception, c'est le poisson. Le poisson contient des oméga 3, des oméga 6, donc ce sont de bonnes matières grasses. Donc choisir entre une viande et du saumon, ce qui est des protéines, c'est équivalent, voire même un petit peu plus dans le poisson selon le morceau de viande que vous avez. Et la qualité des matières grasses par contre est bien meilleure dans le poisson, donc encore une fois on va privilégier le poisson. Pour ce qui est des produits sucrés, ils n'ont aucun intérêt nutritionnel, donc ce sera essentiellement en fonction de vos envies pour vous faire plaisir. C'est pas à supprimer totalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils peuvent faire partie des 20% pour vous faire plaisir. C'est tout à fait possible dans une alimentation équilibrée. J'ai oublié de parler de l'hydratation, mais évidemment l'eau est la seule manière de vous hydrater. On doit apporter environ 1,5 litre voire 2 litres d'eau pour compenser les pertes tout simplement et pour hydrater votre corps pour qu'il puisse fonctionner. Pour tout ce qui est thé, café, l'effet diurétique, donc c'est-à-dire l'effet que vous allez aller beaucoup plus aux toilettes, va complètement contrer l'hydratation. Donc vous allez boire, vous allez vous hydrater, mais vous allez aller encore plus aux toilettes. Donc vous n'allez pas vous hydrater au final. Boisson sucrée, pareil, ça n'hydrate pas. La quantité de sucre fait que ça ne va pas vous hydrater. À part l'eau, voilà. Vous pouvez aromatiser l'eau avec des fruits, par exemple, des infusions de fruits, parce que la quantité de sucre sera limitée et parce que ce sera des sucres naturels aussi. Le sucre naturel n'a pas le même effet sur votre corps que le sucre ajouté, le glucose. Donc vous pouvez en faire infuser des fruits pour donner un peu de goût à votre eau, mais l'hydratation doit être principalement de l'eau. Vous avez peut-être remarqué, mais tous ces conseils convergent vers ce qu'on appelle une alimentation méditerranéenne, c'est-à-dire des fruits, des légumes, des poissons, très peu de viande, de l'huile d'olive, des matières grasses végétales. Donc l'alimentation dite méditerranéenne est celle qui se rapproche le plus de ce qui est bon pour votre corps. Je me rends compte que j'ai oublié de parler des produits laitiers qui sont très importants pour apporter du calcium.
Après la quantité, ça va dépendre de vos besoins en calcium tout simplement. Ils apportent aussi des protéines, donc ça peut être un petit plus pour les protéines. Vous pouvez pas baser votre apport en protéines là-dessus, on est d'accord, mais ça peut être un petit plus. Et ensuite, ça dépendra de vos besoins en calcium. Pour ce qui est de l'activité physique, bon, c'est pas mon domaine d'expertise, mais globalement, vous avez compris, bouger au maximum, tout simplement avoir son corps en mouvement. Si vous avez seulement 2 étages d'escalier à monter, prenez l'escalier plutôt que l'ascenseur. C'est tout ce genre de petites choses qui fait qu'on bouge son corps au quotidien. Et puis ensuite, si vous voulez, vous n'êtes absolument pas obligé, on est d'accord, mais si vous le souhaitez, une activité physique, c'est toujours bien aussi. Et ensuite, il y a de l'aspect mental. Si je devais résumer, ça serait retrouver une alimentation intuitive, tout ce qui fait qu'on a perdu cette alimentation intuitive. Déjà, d'en prendre conscience, c'est un grand pas. Ça peut être difficile aussi parce que c'est des mécanismes que l'on a depuis toujours. Et ensuite, essayer de le modifier. Donc on prend soin de sa régulation interne qui fait qu'on va être attiré par les éléments dont on a besoin. On peut être biaisé par nos sens, par l'odorat, par la vue, ce qui fait qu'on va se tourner vers les aliments que l'on voit, qui sont près de nous. Donc essayez de prendre conscience de ça. Ensuite, ce dont on parlait tout à l'heure, différencier la faim de l'envie. Il y a d'autres choses qui peuvent faire qu'on mange alors qu'on n'a pas faim. J'en ai répertorié quelques-unes, donc je me permets de regarder mon téléphone. L'appétit visuel, le goût, les habitudes ou les traditions, l'éducation aussi à finir son assiette pour se réconforter parce qu'on est en bonne compagnie, on est au restaurant avec des amis. Donc voilà, c'est tout ça qui peuvent modifier notre envie et donc il suffit d'en prendre conscience. Je ne dis pas qu'il faut totalement supprimer ça, encore une fois, je le redis. C'est juste qu'il faut en prendre conscience pour au quotidien savoir quand est-ce que vous avez vraiment faim, quand est-ce que votre corps a besoin de s'alimenter. Il y a aussi le fait de comprendre ses besoins, de reconnaître le fait que ce dont votre corps a besoin, c'est pas la même chose que ce que moi j'ai besoin par exemple, ou que ce que une mannequin Victoria's Secret aura besoin. Quand je vois les What I Eat in a Day de mannequins Victoria's Secret, avec tous les commentaires qu'il y a en dessous, c'est assez affolant. Faut reconnaître que votre corps, c'est personnel, c'est unique, et donc vous n'avez pas besoin de la même chose que ce que peu importe quelle autre personne aura besoin. Et la dernière chose, c'est de déculpabiliser, en fait, arrêter tout ce processus de compensation, genre j'ai mangé au restaurant, je me suis fait plaisir, donc pendant 3 jours je mange que de la salade. Tout ça, ça va créer des restrictions qui vont stresser votre corps. On en a parlé tout à l'heure, toutes les restrictions, les diabolisations de certains aliments, c'est pas bon pour vous. Donc essayez au maximum de déculpabiliser. On fait confiance à son corps, il sait comment fonctionner. Et si un jour vous allez au restaurant, les autres jours, sans que vous le priviez, il va se rééquilibrer tout seul. Donc si vous allez au resto une fois dans la semaine, ça ne veut pas dire que tout le reste de vos repas, ça doit être des salades, parce que c'est vraiment toxique pour votre corps, déjà mentalement et puis ensuite physiquement. Évidemment, j'ai bien conscience que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. C'est un travail, ça prend du temps. La dernière chose, on disait tout à l'heure que l'alimentation était liée aux émotions. Et donc du coup, vous pouvez aussi utiliser ça en créant des émotions positives autour de votre alimentation. Par exemple, vous faites un plat, vous vous faites plaisir, vous le mangez dans une ambiance positive, vous voyez, en vous faisant plaisir, en étant heureuse ou heureux de manger ce que vous êtes en train de manger. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est des émotions entre guillemets positives, mais par l'aspect visuel, en faisant des belles assiettes, des assiettes qui vous donnent envie, des assiettes colorées. Tout ça, ça va aussi vous aider à vous créer des émotions de votre alimentation. Émotion ici, c'est peut-être un mot un petit peu fort, mais on va dire ressenti. Si votre alimentation saine vous ennuie, vous mangez tous les jours la même chose, c'est fatigant. Alors que si vous mangez des plats colorés, des plats variés, que vous faites plaisir, c'est de suite beaucoup plus facile et c'est de suite agréable, et l'alimentation doit rester quelque chose d'agréable. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je pense que ça va être une assez longue vidéo, je vais essayer de raccourcir au maximum au montage. Je pensais faire une vidéo de préjugés sur l'alimentation, donc dites-moi en commentaire si vous avez des préjugés sur l'alimentation pour qu'on y réponde ensuite par des vrais ou faux. J'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider un petit peu, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye! Donc pour ce qui est des aspects, pour ce qui est des facteurs qui... C'était une phrase difficile.